seront présentés. Et pour nous parler de ces sujets, nous avons l'honneur d'accueillir Suren Erkman et Christophe Lasseur. Suren Erkman, vous êtes professeur à l'Université de Lausanne, à la faculté de géosciences et d'études environnementales et spécialiste d'écologie industrielle, que vous avez participé à élaborer d'ailleurs. Vous avez déjà participé à la première édition de ce séminaire et nous sommes heureux de vous accueillir de nouveau. Christophe Lasseur, vous êtes docteur en bioingénierie de l'Université de Compiègne, coordinateur des activités support, vie et chef de projet Mélissa à l'Agence spatiale européenne. Dans le cadre de ce projet, vous travaillez sur les possibilités de transformer un vaisseau spatial en un écosystème fermé reposant sur des organismes vivants et des procédés naturels. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Nous vous proposons de commencer par une 45-50 minutes de présentation à deux, qui seront suivies par une dizaine ou une quinzaine de minutes de questions de l'audience. Comme ce matin, nous invitons l'audience à poser ses questions directement sur le Q&A Zoom. On invitera ensuite les étudiants dont les questions auront recueilli le plus de votes à prendre la parole en allumant leur micro et leur caméra. Et à vous la parole, Monsieur Erkman, il me semble. Voilà, bonjour tout le monde. Merci pour votre nouvelle invitation pour cette deuxième édition. En principe, vous devriez voir maintenant mon écran, c'est bien le cas? Tout à fait, tout à fait. Très bien. Alors, je vais vous faire une présentation très générale de l'écologie industrielle, ce qui va nous conduire ensuite, grâce à Christophe Lasseur, à développer une étude de cas très spécifique et très pertinente dans le contexte actuel de mise en œuvre de ce que j'appellerais de la véritable économie circulaire. Alors, je voudrais reprendre les choses un petit peu en amont, même très en amont, avec le début de ce qu'on appelle le système industriel. C'est un système économique très particulier dans l'histoire de l'humanité et s'il fallait prendre une de ses particularités, on pourrait dire, à mon avis, que ce qui est vraiment caractéristique du système industriel, si on le compare aux dizaines et dizaines de systèmes économiques souvent très sophistiqués qui ont existé dans l'histoire de l'humanité, c'est cette abondance énergétique qui, à ma connaissance, est tout à fait inédite dans l'histoire de l'humanité. Elle a notamment été rendue possible par une discontinuité dans l'histoire humaine, qui est cette capacité à extraire de très grandes quantités d'énergie stockée sous forme d'énergie fossile, ce que vous connaissez bien. Et on dit souvent que c'est une innovation disruptive, selon le terme à la mode, évidemment, mais là, en l'occurrence, je pense que le terme est juste. Et autocatalytique au sens où elle s'est autopropagée elle-même, puisque, évidemment, plus on avait de puissance mécanique pour extraire l'eau dans le sous-sol, plus on avait accès à des gisements de charbon, ce qui permettait de développer plus de machines à vapeur, et ainsi de suite. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue que la grande caractéristique, parmi d'autres évidemment, du système industriel dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est cette surabondance énergétique qui est assez inédite. Alors, à partir de ça, on a assisté à un développement économique qui me semble aussi inédit dans l'histoire de l'humanité, tel qu'il se développe depuis 2 siècles, avec les avantages et les inconvénients que vous connaissez. Il me semble qu'il y a 3 grandes tendances principales qu'on peut mettre en lumière aujourd'hui. Premièrement, même si ce n'est pas toujours l'impression qu'on a depuis l'Europe, le système industriel est en pleine expansion. Et par industriel ici, j'entends vraiment toutes les activités humaines qui ont lieu dans le cadre de la société industrielle. Ce n'est pas uniquement l'industrie au sens étroit qu'il a en français moderne de secteur secondaire manufacturier. C'est vraiment toutes les activités qui se déroulent dans le cadre de ce système industriel. Donc, une caractéristique majeure, c'est qu'il est en pleine expansion, évidemment, notamment dans d'autres continents comme l'Asie et aussi l'Afrique, évidemment. Un exemple, puisque je parlais d'Afrique, prenez un pays qui me semble particulièrement révélateur de cette tendance lourde au plan mondial. C'est un pays comme l'Éthiopie, qui a déjà maintenant une centaine de millions d'habitants. S'il y avait un bon exemple de pays rural basé sur l'agriculture traditionnelle, c'était l'Éthiopie, et qui ont, il y a une dizaine d'années, vraiment décidé de prendre une autre voie, qui est la voie de l'industrialisation massive. Ils essayent notamment de se profiler comme une des plateformes majeures du textile au plan mondial. Et donc, ils sont en train de mettre en œuvre, de construire, avec l'aide de la Chine, naturellement, de grandes zones industrielles. Dans les 3-4 ans qui viennent, il est question
de générer au minimum 300 à 400 000 emplois dans ces nouvelles zones industrielles. Et donc, vous pouvez aller dans d'autres pays comme l'Égypte, le Rwanda, Ghana, etc. Je vous donne des exemples où on voit des grands parcs industriels qui fleurissent comme des champignons un peu partout sur la planète. C'est un exemple parmi d'autres. Maintenant, il y a à l'échelle encore au-dessus, c'est interconnecter ces grandes zones industrielles, et ça, c'est ce qu'on appelle les corridors industriels. Je vous donne ici l'exemple, un exemple sur lequel je travaille depuis plusieurs années avec une agence des Nations Unies, qui est le corridor industriel entre New Delhi et Bombay. Vous avez 1500 km d'infrastructures qui sont en construction, mais ce qui est important, c'est que le long de ces infrastructures, vous avez des grands parcs industriels qui se construisent de part et d'autre. Et donc, ça, c'est l'échelle au-dessus du parc, c'est l'interconnexion de ces parcs. Et ce corridor industriel fait lui-même partie d'un projet encore plus ambitieux en Inde, qui est le projet qu'on appelle le Sagarmala Project, donc la guirlande de ports, qui vise à consolider, rénover, redévelopper toutes les infrastructures portuaires tout le long de la côte indienne. Et vous voyez que ça fait des gros investissements. On est en train de parler d'un investissement de 100 milliards de dollars pour les années à venir. Et il y a encore l'échelle au-dessus, c'est évidemment celle dont vous avez entendu parler, qu'on appelle parfois improprement les nouvelles routes de la soie. Mais ici, ce qu'il faut bien retenir, ce n'est pas seulement l'ampleur de l'investissement, 1,3 trillion de dollars pour les 20 prochaines années, mais c'est qu'il ne s'agit pas seulement ici d'un développement autour d'infrastructures, mais ce qui est important, c'est qu'autour de ces infrastructures, la Chine est en train de construire ou de collaborer à construire ou d'inciter des dizaines et des dizaines de grandes zones industrielles. Donc là, derrière, il n'y a pas juste des nouvelles lignes de chemin de fer, des nouvelles lignes de fret maritimes, etc. Il y a vraiment une stratégie de développement industriel à très grande échelle. Donc, c'est tout ça pour illustrer le fait que nous sommes aujourd'hui plus que jamais, on peut le regretter ou s'en féliciter, c'est juste un fait, dans un processus de dynamisation du système industriel qui est inédite. Et il y a encore l'échelle au-dessus, et ça nous permet de passer 2-3 minutes sur l'espace, à propos duquel on va revenir avec l'intervention de Christophe Lasseur tout à l'heure. C'est tout ce qu'on appelle le New Space, donc le nouvel espace, qui désigne le fait que les acteurs privés, notamment, commencent à jouer un rôle structurant dans les activités spatiales. Ça n'est plus uniquement les États qui tiennent les activités spatiales, même si les États jouent un rôle crucial pour créer les conditions cadres qui permettent ce rôle accru du secteur privé. Ça, c'est un exemple de loi qui a été passée aux États-Unis en 2015. C'est typiquement le genre d'étape législative qui sert à préparer le contexte, les activités du secteur privé, et justement qui concerne l'exploitation par le secteur privé des ressources spatiales. Alors, est-ce que ce sera faisable ou pas? Ça, c'est une autre question. Je retiens simplement ici le fait que les conditions pour le faire sont en train de se mettre en place. Il y a un symptôme ou un signe qui, en général, est assez révélateur de ça, c'est les brevets. Alors ça, c'est un brevet qui a été déposé le 30 juin dernier par la NASA, qui a breveté une méthodologie pour la trajectoire Terre-Lune. Ce n'est pas les premiers. Boeing avait aussi déjà commencé à déposer des brevets il y a 2-3 ans. Donc, c'est juste un signe qu'il se passe des choses relativement intéressantes, voire importantes. Donc, le système industriel, vous voyez qu'il va même maintenant au-delà des limites traditionnelles de la planète. Alors, au point qu'il y a même des gens qui commencent à spéculer. Alors, ça, c'est un article qui est paru l'année dernière dans Acta Astronautica, une des revues de référence dans le domaine, qu'il faut prendre avec un peu d'humour et un grain de sel. Mais je pense qu'il est intéressant parce qu'il stimule un peu la réflexion, où les deux auteurs posent la question de savoir s'il n'est pas temps de commencer à planifier des réserves naturelles à l'échelle du système solaire, c'est-à-dire des endroits du système solaire qui ne seront pas exploités pour des raisons diverses et variées. Alors évidemment, il y a un côté un petit peu humoristique là derrière, mais enfin, ça permet juste de saisir que cette dynamique de développement du système industriel est tout à fait inédite et elle va même au-delà des limites traditionnelles de la Terre. L'autre chose qu'il faut garder à l'esprit dans ce système industriel, c'est qu'une des grandes caractéristiques du système industriel, on peut aussi le regretter, mais c'est comme ça, c'est la dimension stratégique et militaire. Et puisqu'on parle de l'espace, eh bien, toutes les grandes puissances, que ce soit la Chine, là ici je donne l'exemple des États-Unis, mais ça vaut pour la Russie aussi, simplement les informations sont plus faciles à trouver aux États-Unis, c'est la constitution formelle
d'une force spatiale américaine avec un changement de doctrine il y a déjà plusieurs années qui dit que l'espace n'est plus simplement un lieu d'appui pour l'observation, par exemple, ou les télécommunications, c'est un milieu de guerre à part entière. Et c'est ce qui est en train de se mettre en place. J'ai mis le lien Internet pour ceux que ça intéresse. Donc, il faut malheureusement garder ça à l'esprit. Ensuite, la deuxième grande tendance principale, et tout ça va nous conduire à l'écologie industrielle, mais c'est pour le mettre dans le contexte, c'est tout ce qui concerne l'accélération technologique, donc évidemment la numérisation massive, l'intelligence artificielle, l'industrie 4.0, etc., etc. Tout ça pour dire qu'à mon avis, quand on parle d'écologie industrielle, surtout si on est ingénieur, ce n'est pas juste s'intéresser de manière étroite aux enjeux d'environnement, c'est vraiment avoir une réflexion critique sur la dynamique technologique qui est à l'œuvre derrière tout ce développement du système industriel. Ce n'est pas juste une vision étroite de l'environnement, et j'aimerais insister là-dessus. Alors, vous êtes tous évidemment directement praticiens de la vie numérique. Ça, c'est une infographie assez amusante qui a été sortie il n'y a pas longtemps, où chaque minute du jour, vous voyez qu'on a par exemple 404 000 heures de vidéos qui sont streamées sur Netflix, vous voyez en haut. Vous pourrez regarder ceux que ça intéresse tranquillement, ce schéma. Ça donne un peu le vertige, ça donne un peu une idée de ce processus massif de numérisation. Alors, il y a déjà des gens qui se posent depuis longtemps la question de savoir jusqu'où ça peut aller. Il y a un article, je passe vite, mais comme ça, vous avez la référence que vous pouvez trouver facilement, dans Advances de l'American Institute of Physics, donc AIP, il y a un article assez intéressant d'un chercheur qui a simplement fait des extrapolations et qui essaie de réfléchir un petit peu à ça. Évidemment, lui, il arrive à la conclusion que potentiellement, c'est assez catastrophique si on fait une extrapolation simple, mais évidemment, il se peut qu'il y ait des améliorations entre-temps et qu'on ne fonce pas comme ça directement dans le mur, notamment du point de vue de la consommation énergétique. Tout ça pour vous dire que ça fait partie de la réflexion de l'écologie industrielle, ce genre de dynamique technologique. L'autre chose dont il faut aussi tenir compte, c'est qu'on est en plus dans un contexte de compétition exacerbée, notamment entre la Chine et les États-Unis. Là aussi, je passe rapidement, mais vous pouvez aller consulter les publications de ce centre qui se trouve à l'Université Georgetown à Washington, qui s'est spécialisé sur les enjeux de sécurité et de géostratégique par rapport aux technologies émergentes. Alors, ensuite, dans tout ça, l'autre, troisième grande tendance, et ça nous conduit à l'écologie industrielle, c'est tout ce qu'on peut regrouper sous le terme vague, mais on voit bien ce que ça veut dire de développement durable. Et comment on va positionner l'écologie industrielle là-dedans? De quoi on parle? Alors, souvent, c'est mal compris. Donc, l'écologie industrielle, ici, le terme écologique réfère à une approche scientifique. C'est l'étude scientifique des écosystèmes. Autrement dit, on parle de la science qui étudie la dynamique d'évolution des systèmes vivants sur Terre. Et industriel, notamment en français, est souvent mal compris. Ça vient de l'américain industrial ecology, ou industrial en américain a un sens plus large. Ça désigne justement la société industrielle. Donc ici, industriel, ça désigne l'ensemble des activités humaines dans le cadre de la société technologique moderne. Donc l'idée, c'est de reanalyser, reconsidérer l'ensemble des activités industrielles à la lumière de l'écologie scientifique, même si évidemment, il y a aussi des enjeux qui peuvent être politiques ou idéologiques. Mais ici, on parle bien de l'écologie scientifique. Alors, il y a trois composantes ou l'articulation à trois niveaux quand on fait de l'écologie industrielle. Il y a à la fois le fait que ça nous offre un cadre conceptuel qui, d'une part, est très général. On fait difficilement plus général que la science qui étudie l'évolution de la vie sur Terre, puis en même temps rigoureux. C'est une science, donc on ne peut pas tout à fait dire n'importe quoi. On se confronte à des expériences empiriques, mais on peut aussi modéliser. Donc il y a des aspects théoriques, de modélisation, empirique, etc., etc. Et ça, c'est une manière d'essayer de suppléer à un reproche qu'on a souvent fait à la notion de développement durable, c'est qu'il est extrêmement flou. Donc là, on a quelque chose, une base conceptuelle qui est quand même large, mais en même temps plus rigoureuse. Mais l'idée, ce n'est pas d'avoir juste un cadre conceptuel pour le plaisir d'en avoir un, c'est de coupler ça à une stratégie opérationnelle pour la mise en œuvre du développement durable. L'idée étant d'avoir un guide qui nous dit quelles sont les bonnes stratégies opérationnelles ou les meilleures, pour autant qu'on sache, à mettre en œuvre. Et une grande caractéristique de ce genre d'approche comme l'écologie industrielle, c'est ce qu'on appelle une approche systémique. Ça veut dire que ça suppose une stratégie collective et coopérative entre toutes les parties prenantes. Évidemment, ça n'empêche pas qu'il y ait aussi de la compétition, mais on travaille à une échelle qui dépasse l'échelle de l'individu ou de l'acteur économique individuel. Ça suppose nécessairement une stratégie à une échelle collective et coopérative.
Donc la combinaison de ces trois éléments, c'est ce qu'on peut appeler l'écologie industrielle. L'intuition de l'écologie industrielle existait depuis longtemps, on la trouve déjà présente chez les pionniers de l'écologie scientifique, mais l'idée a été reprise et reformulée par deux ingénieurs, justement, qui à l'époque travaillaient chez General Motors à la fin des années 80. Et ils ont fait un article qui a eu beaucoup de succès, paru dans Pour la science, Scientific American en anglais, dans lequel ils disent en gros ce que j'ai dit, le système industriel fait des choses étonnantes depuis 2 siècles, maintenant on arrive à des limites, il faut repenser le modèle simpliste d'activité actuelle en pensant en termes d'écosystème industriel. À partir de ça, il y a tout un domaine qui s'est structuré, qui s'est développé et qu'on appelle justement l'écologie industrielle, avec des chaires académiques, avec beaucoup d'entreprises qui essayent de mettre ça en œuvre. Donc, il y a deux aspects. D'abord, si on admet l'idée qu'il existe une analogie, j'ai bien dit analogie, pertinente entre les écosystèmes, entre guillemets, biologiques ou naturels et le système industriel, ça revient à reconnaître qu'il y a des limites aux activités humaines et ces limites sont imposées précisément par la biosphère. Évidemment, ces limites sont variables en fonction de la période, de l'époque, de la population, de son niveau de vie, de ses technologies, etc. Mais dans le côté, on peut aussi considérer que c'est une source d'inspiration pour le développement économique, pour essayer d'orienter le développement économique, pour le rendre compatible avec le fonctionnement, entre guillemets, normal de la biosphère. Et c'est là où on va retomber dans un petit moment sur l'exemple même d'un écosystème humain sous très fortes contraintes, piloté par des êtres vivants, qui sont justement les écosystèmes artificiels clos, dont on a besoin pour faire de l'exploration spatiale habitée de longue durée. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de l'écologie industrielle? Il y a deux grands volets. Il y a un volet qu'on peut qualifier de analytique, descriptif, scientifique. Donc, c'est mesurer, analyser, évaluer, comprendre. Et sur cette base-là, alors, on va développer des stratégies de mise en œuvre à différentes échelles, y compris à des grandes échelles qui peuvent être nationales, territoriales ou même mondiales. Pour être un tout petit peu plus précis, en écologie industrielle, il y a deux grandes méthodologies principales qui sont de plus en plus souvent regroupées sous le chapeau général de l'écologie industrielle. C'est premièrement tout ce qui relève de l'analyse de ce qu'on appelle le métabolisme industriel, c'est-à-dire la consommation de flux de matière et d'énergie, comment les flux de matière et d'énergie entrent dans le système économique, comment ils circulent dans le système économique, le cas échéant, comment ils s'y accumulent, et comment ils en sortent et où est-ce qu'ils vont en fin de vie. Ça, c'est le premier grande méthodologie. La deuxième, qui va une étape plus loin, avec laquelle vous êtes peut-être familier, c'est celle qui essaye d'étudier, en plus des flux et des stocks, les impacts potentiels sur la biosphère et sur les humains, et c'est ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. Alors, pour donner un exemple, puisque j'ai écouté la fin de la présentation précédente qui était très intéressante, un bon exemple de métabolisme, c'est toutes les études qui concernent l'azote. Et c'est cette année, du reste, tout récemment, qu'a été publiée une mise à jour du métabolisme global de l'azote qui pose problème notamment lorsque les engrais se dégradent et que ça nous fait du protoxyde d'azote, qui est un gaz à effet de serre. Ça, c'est un bon exemple où on voit l'importance de la méthodologie des flux de matière. Mais pour vous donner un autre exemple, j'ai créé une entreprise avec 3 de mes anciens étudiants qui s'appelle Sophies. Le logo était sur la première page de ma présentation. On a maintenant une 50aine de collaborateurs. Eh bien, on travaille de manière de plus en plus intensive avec Amazon qui veut maintenant connaître les flux de matière et d'énergie liés à tous ces produits. Vous voyez un petit peu l'ampleur du défi que ça représente. Donc, cette méthodologie, couplée à l'analyse de cycle de vie, continue de se développer fortement, et notamment sur des sujets comme l'azote. Alors, maintenant, quelle est la stratégie opérationnelle ou les stratégies opérationnelles qu'on essaye de mettre en œuvre? Et c'est là où on va faire le lien entre l'écologie industrielle et ce qu'on appelle l'économie circulaire. Il me semble qu'on peut regrouper toutes ces actions sous 4 grandes catégories qui sont des stratégies simultanées et complémentaires. Pourquoi j'ai appelé ça stratégie de maturation, entre guillemets? Vous savez peut-être qu'il y a une théorie de base en écologie scientifique qui est discutée, mais enfin qui était vraiment une des grandes théories de base, qui décrit la dynamique d'évolution de tout écosystème. Et les écosystèmes partent d'un état qu'on appelle juvénile jusqu'à atteindre un état qu'on appelle mature.
Et l'état mature se caractérise justement par le fait que c'est un état qui peut durer très longtemps dans un équilibre métastable, avant de devenir sénescent et ensuite de laisser sa place à un nouvel écosystème juvénile, etc., etc. Alors, dans ce cadre-là, il me semble qu'on a on peut plus ou moins tout mettre dans 4 grands axes stratégiques. Le premier, c'est tout ce qu'on peut regrouper sous le terme de boucler, donc avoir des flux quasiment cycliques, et l'économie circulaire va entrer là-dedans. Mais il n'y a pas que ça, il faut aussi veiller à minimiser les pertes, c'est ce que j'appelle ici étanchéifier. Les activités économiques, production, consommation, se caractérisent par le fait qu'elles dissipent souvent de manière involontaire énormément de matières souvent toxiques dans l'environnement, et donc il faut repenser les processus de fabrication, la conception des produits, la manière de les utiliser, en fait tout leur cycle de vie pour minimiser ces pertes. Et quand on ne peut pas minimiser les pertes, si c'est le cas des médicaments ou de toute une série de produits où le fait même de les utiliser suppose qu'ils soient dissipés dans l'environnement, donc si on ne peut pas éliminer complètement les pertes dispersives, comme on les appelle, alors repenser le produit, que ce soit sa fabrication ou son usage, pour que les pertes soient le moins dommageables possible pour l'environnement et la santé humaine. Troisième aspect, c'est ce qu'on appelle le découplage par rapport à la matière, donc avoir un usage plus intensif des ressources, ce qu'on appelle aussi dématérialiser, donc essayer d'avoir le même niveau de vie ou même un niveau de vie supérieur, mais en consommant moins de ressources matérielles, et donc évidemment aussi d'énergie. Et puis plus particulièrement, il y a ce qu'on pourrait appeler rééquilibrer la diète industrielle. Si on compare le système industriel à un organisme vivant, il a évidemment une certaine diète. Il se caractérise par le fait qu'il exagère, il est obèse en termes de consommation de carbone fossile. Je préfère le terme défossilisé plutôt que décarboné ou décarbonisé, parce qu'évidemment, il n'est pas question de renoncer au carbone. Au contraire, avec le développement d'approches comme la bioéconomie, on va consommer plus de carbone que jamais. Simplement, ce qu'on aimerait, c'est arrêter de consommer du carbone fossile, ou en tout cas l'utiliser de manière très différente. Mais ça ne concerne pas que le carbone, ça peut être aussi équilibrer notre consommation d'eau d'une région à l'autre de la planète, ou renoncer à l'utilisation du chlore ou du soufre dans certains contextes, etc. Mais la priorité en ce moment, c'est évidemment défossiliser par rapport au carbone. On n'a évidemment pas le temps de discuter ça en détail. Je vais juste me focaliser pour préparer l'intervention suivante sur la notion de flux quasi-cyclique, donc bouclé. Mais un exemple dont on parle beaucoup aujourd'hui, ça serait d'appliquer cette idée de flux quasiment cyclique ou d'économie circulaire au CO2, au carbone, qu'on peut soit extraire de sources concentrées à la sortie des cimenteries, des raffineries ou des méthaniseurs, ou alors aller l'extraire directement dans l'air, ce qu'on appelle la capture atmosphérique directe. Le GIEC a reconnu très formellement en 2018 dans son rapport sur la mise en œuvre de l'accord de Paris qu'il serait impossible de mettre en œuvre les objectifs de l'accord de Paris sans avoir recours à grande échelle à ce qu'on appelle les émissions négatives, c'est-à-dire notamment l'extraction et l'utilisation ou la séquestration de ce CO2. Donc ici, en noir, vous avez quelques-unes des possibilités d'utiliser de CO2 quand on fait ensuite de la transformation chimique, on fait des carburants, des combustibles, des polymères, etc., ou de l'utiliser de manière directe sans le transformer, ou alors en faisant faire une partie du travail par des microalgues ou des bactéries ou des plantes, etc. Et ça, c'est la voie biologique. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais c'est juste pour donner un exemple d'une application à grande échelle qui est en train de se mettre en place maintenant sur la question du carbone. Et alors, justement, l'intervenant précédent parlait des alternatives à la production alimentaire. Eh bien, une des idées, c'est de faire des protéines microbiennes en utilisant du CO2 qu'on extrait dans l'air, par exemple, ce qui n'est pas si extraordinaire si on pense à ce que font les plantes avec la photosynthèse. Et ici, je vous donne l'exemple d'une start-up finlandaise qui a mis au point cette protéine que vous voyez ici. Conceptuellement, l'idée qui est là derrière, vous voyez, c'est le titre de l'article, je vous ai mis la référence exacte, c'est la prochaine révolution de l'azote et les microbes. Et ici, vous voyez qu'on travaille dans des réacteurs avec des microbes, des bactéries, qui vont être alimentés en input qui peut comprendre du CO2, vous voyez en bas à droite, un petit peu d'azote, mais comme on est en milieu fermé, eh bien, cet azote ne va pas se disperser dans l'environnement et donc produire des protéines, soit pour la nourriture animale, soit pour la nourriture humaine. Donc là, c'est encore pas mal de la musique d'avenir, mais ça permet de donner un peu une idée des choses qui se réfléchissent, auxquelles on pense, tout ça dans le contexte d'avoir des flux de matière quasiment cycliques. Maintenant, on peut faire de l'économie circulaire à une autre échelle,
qui est l'échelle des coopérations entre entreprises. Alors ça, c'est un des grands domaines de l'écologie industrielle. C'est ce qu'on appelle les symbioses ou les synergies éco-industrielles. Il y a évidemment des aspects très techniques là-dedans, mais il y a aussi un ingrédient absolument indispensable, c'est qu'il règne de la confiance entre les acteurs économiques et notamment les entreprises. Donc ça, c'est un domaine qui se développe beaucoup. Il y a différentes expérimentations en France, notamment dans la région de Dunkerque, où j'ai beaucoup travaillé depuis une vingtaine d'années pour la mise au point de ce genre de synergie, où il y a même ce qu'on appelle les échanges de coproduits. Vous voyez, c'est en bas avec le 2. Donc, c'est des stratégies de mutualisation, soit pour les services en amont, soit pour les coproduits, les sous-produits en aval, mais aussi pour les échanges de coproduits ou de sous-produits, c'est-à-dire qu'en gros, les déchets d'une entreprise peuvent être réutilisés par une autre, et ainsi de suite. Donc ici, vous voyez qu'on travaille vraiment à une échelle qui dépasse l'entreprise individuelle, et on retrouve cette échelle systémique, et c'est ce qu'on appelle les symbioses éco-industrielles, qui trouvent une application à grande échelle, notamment avec le soutien de la Banque mondiale, de la coopération technique allemande et surtout de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel, dans la notion de parc éco-industriel. Donc l'idée étant d'appliquer cette stratégie de symbiose industrielle à grande échelle dans tous ces grands parcs dont je vous ai parlé en début de la présentation. Et je vous donne ça parce qu'à cette échelle-là, ça commence à avoir un impact qui n'est plus anecdotique. Alors maintenant, par rapport à l'économie circulaire, j'aimerais clarifier quelques éléments. D'abord, il me semble que l'économie circulaire, qui est un terme qui a beaucoup de succès, mais ça n'est pas un concept scientifique, c'est un très joli concept de communication, alors que l'écologie industrielle, j'espère l'avoir montré, a quand même une définition qui est plus rigoureuse du point de vue conceptuel académique. Alors, le recyclage des matériaux, évidemment, est inhérent à l'écologie industrielle, mais c'est d'autres principes qui vont avec. Ce n'est pas uniquement ça. Donc, sur le plan scientifique, à mon avis, on ferait mieux de parler d'économie quasiment cyclique, du fait de l'entropie inévitable. Il y a un autre problème, à mon avis, chaque fois qu'on entend parler d'exemples d'économie circulaire, on parle de recycler tel produit en tel autre produit, c'est bien, mais souvent on voit qu'on parle d'un cycle, 2 cycles, peut-être 3 cycles, mais si on veut être sérieux par rapport à ça, il faut que le nombre de cycles soit extrêmement élevé, comme vous allez pouvoir le voir tout à l'heure dans la présentation de Christophe Lasseur. Et ne pas oublier non plus que tôt ou tard, de toute manière, le nombre de cycles ne peut pas en principe être infini, et donc un enjeu important de l'économie circulaire, c'est de bien réfléchir à ce qui se passe en fin de vie, tôt ou tard, c'est ce qu'on appelle les puits finaux. Là, je vous donne juste des pistes de réflexion, mais il me semble pertinent d'avoir une réflexion un peu critique par rapport à cette mode de l'économie circulaire. Il y a une particularité dans le contexte français, j'ai remarqué qu'il y a parfois de la confusion, notamment il y a eu un document de l'ADEME où là, il y a vraiment une confusion. Vous voyez les principaux domaines d'action de l'économie circulaire, où on dit que l'écologie industrielle et territoriale, qui est en fait tout simplement l'application de l'écologie industrielle à l'échelle d'un territoire, est une des étapes de l'économie circulaire. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'échelle de la littérature scientifique académique et internationale, c'est juste l'inverse. À savoir que l'approche vraiment générale, c'est l'écologie industrielle. Et ce schéma, en fait, a fait une erreur. Il confond symbiose industrielle et écologie industrielle. Alors, si on remplace écologie industrielle par une de ces applications qui sont les symbioses, alors le schéma est tout à fait pertinent. Maintenant, l'idée, ce n'est pas de se bagarrer sur des termes, mais ce qui compte, c'est quand même qu'on soit au clair conceptuellement pour pas que tout soit confus. Donc, c'est plutôt ici symbiose industrielle qui devrait figurer à la place d'écologie industrielle. Donc, il faut quand même juste rappeler que la circularité ou la quasi-circularité n'est pas une garantie de durabilité en elle-même. En tant que telle, elle ne nous dit rien sur l'épuisement des ressources ou sur leur toxicité. Donc, à ce stade, pour le moment, si on regarde ce que font beaucoup de gens qui disent faire de l'économie circulaire, c'est plutôt une version modernisée du traitement de déchets. Et je pense aussi, malgré tout, son intérêt réel, l'économie circulaire, il y a quand même un malentendu qui a peut-être son côté positif puisque ça explique son succès dans les milieux économiques, donc tant mieux si ça peut les stimuler à faire des choses intéressantes. Mais il me semble que le malentendu, c'est que c'est souvent compris comme étant une nouvelle version, qui ne dit pas son nom, du rêve du mouvement perpétuel. Donc l'idée qu'il suffirait de recycler indéfiniment les matériaux pour résoudre les problèmes d'environnement. Comme vous le savez, malheureusement, dans le monde réel, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors, comme je l'ai dit, si ça stimule les gens pour aller de l'avant, notamment dans le monde économique, tant mieux, mais il faut quand même garder un certain esprit critique par rapport à ça. J'aimerais juste rappeler qu'au plan mondial, la mode de l'économie circulaire concerne surtout quelques pays industrialisés, mais au plan mondial, sous l'égide des Nations Unies,
Il y a un autre concept qui s'est imposé depuis plus longtemps, depuis 2008, qui est la notion d'économie verte, qui inclut évidemment les idées d'économie circulaire, mais qui insiste, contrairement à l'économie circulaire, sur les aspects de réduction de la pauvreté, d'équité sociale et de développement économique, alors que le discours de l'économie circulaire, en fait, concerne plutôt des pays qui sont déjà très développés et qui cherchent à optimiser l'utilisation de leurs ressources. Donc, il faut juste garder ça à l'esprit, que le contexte global est assez différent du contexte de quelques pays industrialisés. Sur ce, je vais m'arrêter ici. J'ai essayé de présenter un cadre très général, une réflexion très générale sur le système industriel, et on peut maintenant se focaliser sur un cas particulier qui est, à mon avis, très prometteur, c'est celui des écosystèmes artificiels clos que va nous présenter Christophe Lasseur, avec qui nous collaborons depuis de nombreuses années. À toi, Christophe. Merci, Soren. Je peux partager mon écran? Normalement, vous devriez pouvoir le faire, oui. C'est bon. Voilà. Oh, je ne suis pas du tout sur la réponse. Excusez-moi. Je suis en train de divulguer tout le suspense de ma présentation. Voilà. Parfait. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci, professeur Erkman, pour cette introduction. Effectivement, comme vous l'avez expliqué, vous avez d'un côté une approche, je dirais, des challenges du terrestre, et puis dans le petit monde du spatial, on va se focaliser sur la problématique de la survie dès qu'on quitte la Terre. Et je voudrais vous montrer un petit peu les challenges auxquels on est confronté depuis une trentaine d'années et qui effectivement maintenant développent aussi un certain nombre de synergies avec le terrestre. Alors, contrairement à la présentation précédente où on parle d'une population de plusieurs millions de personnes, nous, on travaille pour 6 personnes. Voilà. Donc, l'Agence spatiale européenne a actuellement 6 astronautes et notre problématique, c'est effectivement d'envoyer ces astronautes dans l'espace et de préférence de les ramener vivants. Alors, vous connaissez très bien celui qui se cache derrière moi, mais vous avez aussi ces astronautes italiens, danois, allemands, britanniques, font aussi partie du corps des astronautes aujourd'hui. Et les astronautes aujourd'hui sont sur la Station spatiale internationale, qui n'est pas très loin, hein. Elle se situe à peu près à 400-500 km au-dessus de nos têtes, donc c'est à peu près comme si vous alliez à Amsterdam. Il n'y a pas de Thalys, mais c'est plus ou moins le même principe. Et là, nous, on est vraiment, vous êtes dans l'espace, donc il n'y a absolument aucune ressource, hormis effectivement l'énergie solaire, et il faut maintenir nos astronautes. Donc, ils sont dans ce bidon, pour simplifier, extrêmement clos, puisqu'à l'extérieur, c'est du vide, donc il faut aussi maintenir une pression d'environ 1 bar. Et cet astronaute, la première urgence, c'est de lui fournir de l'oxygène, un peu plus tard de lui fournir de l'eau et de lui fournir de la nourriture. Et comme on peut aussi, avec l'être humain, vérifier le premier principe de Lavoisier, cet astronaute produit aussi des déchets, qui sont l'urine, la matière fécale, le CO2. Bon, ça, on a une vision relativement claire. Et puis, on oublie souvent les problèmes des éléments traces. Mais comme l'a répété Søren Erkman, les éléments traces, dès qu'on a plusieurs cycles, s'ils ne sont pas traités, s'ils ne sont pas considérés, ils peuvent devenir un challenge, même si leur masse est extrêmement réduite. Et les éléments traces, effectivement, c'est tout ce qui est poussière, en provenance déjà de l'astronaute, les cheveux, la peau, et ainsi de suite. Et puis le métabolisme, donc toute la partie production chimique, qui va aussi s'accumuler dans le véhicule. Et puis aujourd'hui, on en sait quelque chose, le risque microbiologique, avec effectivement, vous savez qu'à peu près 10 à 15% de votre poids correspond à des micro-organismes qui sont soit à la surface de votre corps, soit à l'intérieur de votre corps. Et effectivement, ils ont aussi une activité et vous êtes tous porteurs d'un certain nombre de micro-organismes pathogènes. Voilà. Alors, aujourd'hui, je dirais que c'est assez simple. On le fait depuis une vingtaine d'années. On a fêté en début de semaine les 20 ans d'occupation de la Station spatiale internationale. Et il faut savoir qu'un astronaute, un humain plutôt, qu'il soit sur Terre ou qu'il soit dans l'espace, pour survivre, il lui faut à peu près 5 kilos par jour et par personne.
Alors, ces 5 kilos, c'est de l'eau, de l'oxygène et de la nourriture. C'est vraiment le minimum. Là, je suis en train de vous parler d'un monde totalement désindustrialisé où la problématique, c'est vraiment le métabolisme humain. Donc, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'industrie, mais quel est le challenge auquel on est confronté? On se rend compte qu'à peu près pour 6 astronautes pour une mission martienne, alors la mission martienne, vous le savez sans doute, c'est aux alentours de 3 ans. C'est principalement dû au positionnement Mars, Terre, Soleil. Et vous vous rendez compte que pour cette mission de 1000 jours, ça fait à peu près 30 tonnes. Voilà. Et puis, si vous voulez avoir un petit peu d'hygiène, et 20 litres par personne et par jour, c'est rien du tout. Il faut savoir que l'Européen moyen consomme plutôt de l'ordre de 100 litres d'eau par jour et par personne, et de façon un petit peu critique, si vous permettez cette remarque, il consomme de l'ordre de 200 litres d'eau s'il est à l'hôtel. Vous voyez déjà un changement de comportement important. Toujours est-il que si vous regardez ces masses aujourd'hui, et si vous regardez les lanceurs les plus performants, même si on nous en promet des plus performants dans les années qui viennent, aujourd'hui, le plus performant ne peut déposer que 9 tonnes à la surface de la Lune. Voilà, et quand vous êtes sur la Lune, vous n'êtes pas encore arrivé sur Mars. Donc, vous voyez bien, il y a un vrai problème. Il y a quelque chose ici. On comprend tout de suite que si on met tous ces consommables à l'intérieur du véhicule, eh bien, tout simplement, la fusée ne décollera pas. Donc, la mission est relativement courte. Autre chose auquel on est évidemment confronté dans la mission spatiale, c'est la densité de population. Alors, la densité de population en Europe, on l'imagine assez bien, c'est les Pays-Bas, c'est principalement la Randstad, c'est donc ce triangle entre Amsterdam, Utrecht et Rotterdam, où on vit quand même de toute façon, façon relativement saine, même aujourd'hui malgré le confinement. Mais si vous regardez un véhicule spatial, et vous le voyez extrêmement bien sur cette photo, et si vous comparez la densité de population d'un véhicule spatial, vous voyez qu'on est très, très largement supérieur à ce qui se fait sur Terre, en surface. Et alors, si vous réfléchissez en volume, c'est encore pire. Sur Terre, vous avez à peu près une colonne d'air de 3 km au-dessus de vos têtes, ou si on vous monte, descend de façon ascenseur, vous allez être dans des conditions de survie tout à fait agréables. Et lui, l'astronaute, on parle plutôt de 80 cm à 1 mètre maximum. Donc voilà, encore une fois, tous les contaminants vont s'accumuler et vous ne pouvez pas réfléchir uniquement sur un carbone ou sur azote. Vous êtes vraiment obligé de considérer la table de Mendeleïev dans sa globalité. Alors, aujourd'hui, comment on fait ça? Alors, la Station spatiale internationale orbite autour de la Terre. Donc, on peut envoyer des cargos de façon assez régulière. C'est ce qu'on fait, c'est ce que font les Européens au départ de Kourou. Et donc, ces cargos totalement automatisés, c'était la TV, va se connecter sur la Station spatiale internationale. On ouvre les portes et on prend l'oxygène, l'eau et la nourriture. On met les déchets de la mission dans ce véhicule. Et ce véhicule qui n'est pas protégé pour réentrer au niveau thermique brûle en réentrant. Voilà. C'est une approche extrêmement simpliste, mais ça fonctionne. Évidemment, si vous quittez l'orbite terrestre, cette approche ne marche plus parce que de toute façon, vous pouvez envoyer un véhicule vers Mars que tous les 3 ans, pour simplifier. Donc, effectivement, vous ne pouvez pas continuer cette approche. Et c'est pour ça que depuis pas mal d'années, nous ne le savions pas, mais nous nous intéressions à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'économie circulaire. Et effectivement, la notion de circularité est peut-être un petit peu simpliste, mais elle a l'avantage, au niveau concept, d'être facilement compréhensible. Voilà. Donc, effectivement, on s'intéresse à ça. Alors, le challenge auquel on est confronté, c'est le challenge du projet Mélissa, c'est comment assembler un certain nombre de technologies, de procédés pour avoir le degré de fermeture le plus élevé possible. Il est bien évident qu'on ne sera jamais à 100%, mais aussi le niveau de sécurité le plus élevé possible, parce que là encore, tout ce qu'on va produire va principalement être utilisé par l'astronaute. Donc, effectivement, il faut que ce soit extrêmement sécurisé. Alors, comment on fait ça? Et ça, c'est intéressant puisqu'on fait une transposition de cet outil vers le terrestre. On a défini un métrique qui s'appelle ALICE, qui veut dire Advanced Life Support System Evaluator, qui nous permet de comparer les différentes architectures système. Alors, en d'autres termes, vous assemblez 3 ou 4 technologies et vous allez regarder quel est le pourcentage de recyclage de cette architecture, quelle est l'énergie consommée par cette architecture, quelle est sa fiabilité, quel est le temps équipage, parce qu'effectivement, l'astronaute, il n'est pas dans l'espace uniquement pour se maintenir en vie ou uniquement pour réparer les pannes du système, il est là pour faire de la recherche. Donc, la minute d'astronaute coûte une fortune, donc effectivement,
Il faut pouvoir bénéficier de ce temps. Et c'est grâce à ces critères que vous allez pouvoir comparer différentes architectures et choisir celle la plus adaptée à votre mission. Alors, de façon à faire ça, effectivement, on bénéficie de tous les outils de l'engineering system. On définit la mission. Alors, on va sur Mars, on a 3, 4, 5 personnes. On y va avec une fusée, 2 fusées. Cette fusée permet d'envoyer 5 tonnes, 10 tonnes, 15 tonnes. On fait une mission le plus courte possible ou une mission la plus longue possible pour gagner sur le propellant et ainsi de suite. Mais on va pouvoir, pour tous les critères dont je vous ai parlé, sur une même plateforme, comparer de façon à pouvoir faire un design progressif. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion de TRL, Technology Readiness Level, qui vous donne, je dirais, le TRL, ça date des missions Apollo. Le TRL 1, c'est une idée. Le TRL 5, vous avez déjà un prototype. Et le TRL 7, vous êtes opérationnel dans l'espace. Et ça, c'est vrai, il y a beaucoup de domaines aujourd'hui qui utilisent cette notion de TRL et extrêmement utilisée notamment dans le bâtiment et l'architecture. Et vous allez pouvoir simuler vos procédés en dynamique, regarder les masses de ressources. Pour nous, c'est une masse, mais si vous comparez au sol, ça peut être des ressources. Vous allez regarder la fiabilité, puisqu'effectivement, si vous voulez coupler un certain nombre d'industries en parallèle, en série, et ainsi de suite, vous pouvez toujours avoir la disparition d'un industriel. Donc, comment vous modélisez ça et quels sont les modes opératoires? Et grâce à ces outils, vous allez pouvoir sortir ces critères qui vont vous permettre de comparer une architecture A à une architecture B. Alors, le projet Melissa, c'est un projet européen. Il a démarré en 1987. Il a été créé de façon tout à fait remarquable par Airbus. C'était Matra Espace à l'époque, mais c'est Airbus qui a eu l'idée de se positionner dans l'après de la Station spatiale internationale, en sachant qu'en 1987, la Station spatiale internationale n'existait pas. C'était encore un projet. Aujourd'hui, il regroupe à peu près 45 organisations, dont la moitié d'universités est répartie sur à peu près 12 pays européens. Alors, c'est un travail d'équipe, mais c'est vraiment un travail extrêmement multidisciplinaire. Donc, ce n'est pas uniquement, je dirais, réservé aux ingénieurs. Vous avez ici des microbiologistes, vous avez des chimistes, vous avez des mathématiciens, vous avez des cuisiniers, vous avez des psychologues, vous avez des médecins. Parce qu'on a vraiment besoin de toute cette connaissance pour pouvoir étudier ces écosystèmes clos. Alors, c'est aussi, je dirais, une très belle plateforme de motivation et on accueille de façon très large un grand nombre de thésards dans le projet Melissa et vous voyez ici l'équipe des thésards de Melissa en début d'année 2020. Alors, d'où nous est venue cette idée d'écologie artificielle? En fin de compte, les scientifiques auxquels on réfléchit dans la fin des années 80, dont Willy Verstraete, qui a notamment été mentionné par Søren Erkman un petit peu plus tôt, se sont dit que le plus simple était d'essayer de copier les fonctions de l'écosystème terrestre. Mais effectivement, faire voler un lac tel que celui-ci, aujourd'hui, c'est toujours pas compatible avec notre connaissance ni le niveau de sécurité dont on a besoin. Et si vous avez suivi un petit peu les différentes tentatives d'écosystèmes artificiels tels que le projet Biosphère 2 en Arizona, vous voyez bien que ce n'est pas compatible au niveau des contraintes, puis c'est surtout pas fiable et on ne comprend pas comment ça fonctionne. Donc là, vraiment, nous, on a une démarche extrêmement déterministe puisque dans le monde du spatial, si vous voulez voler, vous allez passer tous les contrôles de qualité, tous les contrôles de sécurité au niveau international. Donc, vous ne pouvez pas avoir cette remarque que Søren Erkman aime bien prononcer quand il parle avec moi, la remarque du Normand, peut-être, peut-être pas. Effectivement, il faut que ça marche. Donc, si vous regardez cet écosystème artificiel, vous voyez bien qu'au fond du lac, vous allez avoir des boues, des déchets organiques, plus ou moins pour simplifier votre poubelle verte. On est en anoxygénie, vous n'avez pas d'oxygène. Vous montez un petit peu plus haut, vous avez déjà un petit peu de lumière qui est filtrée par les étages précédents. Encore un petit peu plus haut, vous avez de l'oxygène dissous. Vous allez pouvoir ce qu'on appelle nitrifier, donc transformer, pour simplifier, l'urine dans une autre source d'azote qui va pouvoir être utilisée par les plantes pour la photosynthèse. Et tout en haut, vous avez le spectre lumineux complet, vous avez les plantes et les microalgues, et vous allez pouvoir, grâce à cette dernière étape, produire l'oxygène, consommer le CO2, produire par transpiration de l'eau
et produire aussi, évidemment, la nourriture. Alors ça, un écosystème comme ça, c'est trop complexe, on ne comprend pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Effectivement, vous l'avez compris, on l'a coupé en tranches et on a étudié chaque tranche en se disant, si on comprend chaque tranche et qu'on gère les flux pour ces différents procédés, on devrait être capable d'avoir un système complet. Et c'est la notion circulaire. Alors, vous le voyez, hein, c'est extrêmement simplifié. D'abord, la première chose dont il faut parler, c'est de quel cycle on parle. Alors, sur un système comme celui-ci, vous êtes obligé de considérer 3 phases. Vous avez les cycles solides, vous allez avoir les cycles liquides et vous allez avoir les cycles gazeux. Effectivement, les dynamiques ne sont pas du tout les mêmes. Si vous regardez l'échange oxygène-CO2 uniquement entre le compartiment photosynthétique et l'astronaute, on est en train de parler de secondes, hein, avec l'efficacité de la lumière. Si vous êtes sur des cycles solides, vous êtes plutôt au niveau du mois. Et si vous êtes sur des cycles liquides, vous allez plutôt être au niveau de la journée, voire de la semaine. Alors, autre chose auquel il faut réfléchir, vous ne pouvez pas mettre des containers tampons entre chaque procédé puisque c'est de la masse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir aussi contrôler absolument tous les procédés en statique et en dynamique de façon à maîtriser ce système. Et comme l'a bien dit Søren Erkman, il n'y a pas un procédé qui a une efficacité de 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, entre les différents compartiments, il va aussi y avoir des flux d'échange. Voilà. Et on est effectivement beaucoup plus proche d'un réseau que d'une boucle telle que conceptualisée ici. L'avantage toutefois, c'est qu'ici, on voit bien le compartiment 1, le fond du lac, 3 compartiments de transformation des déchets et le compartiment photosynthétique qui est là pour produire oxygène, eau et nourriture. Alors, est-ce qu'on aurait pu étudier un tel système uniquement avec des procédés physico-chimiques? La question est souvent posée. Alors, aujourd'hui, on ne sait pas synthétiser la nourriture avec des procédés chimiques uniquement. On est obligé d'aller, vous le savez, quelle que soit la nourriture auquel vous êtes attaché, que ce soit le soja, les crevettes, le petit mouton, eh bien, vous êtes sur du biologique. Donc, par définition, vous allez être obligé d'avoir du biologique. Vous avez un autre challenge, c'est la diversité des déchets. Puisque votre astronaute, il a une activité métabolique, il a son microbiote, il a sa nourriture, et effectivement, les déchets vont être extrêmement diversifiés. Et vous ne pouvez pas, avec un catalyseur ou une filtration, gérer cette diversité extrêmement importante. C'est pourquoi on utilise les micro-organismes qui ont cette plasticité, des fabuleuses plasticités des prokaryotes, qui va nous permettre d'attaquer, avec des cinétiques différents, mais qui va nous permettre d'attaquer tous les déchets. Et puis, vous ne pouvez pas l'éviter, vous avez l'astronaute qui, jusqu'à maintenant, est biologique, et effectivement, il a son propre écosystème, même si on oubliait le système autour. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un système comme celui-là, effectivement, on va appliquer brutalement, si je puis dire, toutes les technologies de l'ingénieur de façon à pouvoir suivre les cycles, qu'ils soient liquides, solides ou gazeux, mais aussi les éléments chimiques. Vous ne pouvez pas raisonner en carbone ou en azote uniquement. Vous allez avoir des procédés dont la première limitation, ça va être la lumière, ou ça peut être le fer, ou ça peut être le phosphore. Vous êtes sur des procédés biologiques principalement, donc vous ne pouvez pas limiter votre compréhension au carbone et à l'azote. Voilà. Alors, oui. Pardon, juste, nous avons encore une dizaine de minutes ou un peu plus, et nous avons beaucoup de questions, donc… Je me dépêche. Très bien, merci. Alors, je pense que les challenges scientifiques, vous les avez compris, je ne vais pas les remettre, vous aurez mes slides, donc vous pourrez les comprendre. Alors, comment on fait ça? On commence effectivement, je dirais, à la paillasse. Vous voyez cet exemple typique de compréhension d'un procédé qu'on va caractériser, qu'on va écrire des formules chimiques en fonction de chaque procédé. Ensuite, on aura des pilotes comme celui-ci, voilà, où on va travailler pendant des mois, on va avoir des lois de contrôle, de l'automatisation, du modèle mathématique. Et puis ensuite, on va essayer de faire tout petit de façon à le faire voler pour un jour avoir toute l'information pour pouvoir définir le système qui pourrait être utilisé pour une mission martienne. Voilà. Alors, évidemment, on ne va pas envoyer nos astronautes sans une démonstration sol, et c'est ce qu'on fait sur notre site pilote de Barcelone, où effectivement, là, on travaille sur des déchets humains, et on a un consommateur enfermé dans une boîte extrêmement étanche, aussi étanche que la Station spatiale internationale, qui va nous permettre de valider la sécurité de nos systèmes. Alors, tout ça, c'est fait pour 6 astronautes, vous l'avez compris, et c'est aussi fait avec vos impôts. Alors, est-ce que ça justifie?
Et c'est pourquoi on a regardé depuis maintenant quelques années quel est l'intérêt et quelles sont les synergies avec le terrestre. Alors, vous avez bien évidemment compris les domaines où on peut être actif, c'est l'agroalimentaire, les sciences du vivant et les sciences environnementales. Et je voudrais juste vous mentionner quelques résultats. Eh bien, écoutez, le tournoi de Roland-Garros, il y a quelques jours, où nous avons recyclé les eaux de douche des sportifs. Donc ça s'est installé. Savoir qu'en France, il y a encore des interdictions pour le recyclage de l'eau, donc ce n'est pas tout à fait simple. La brasserie La Trappe, hein, où effectivement, vous savez que la bière, c'est principalement de l'eau. Donc, on est là aussi pour les aider à recycler l'eau. Un bâtiment dont la construction va démarrer sur les Maréchaux, dans le 13e arrondissement, normalement en mars l'année prochaine. Hein, toutes les autorisations sont là. Et qui sera effectivement colonisé par des microalgues dont on utilisera la biomasse pour pouvoir valoriser ce piégeage en CO2. Une petite société qui s'appelle EasyCol, qui est sur la réduction du cholestérol. Donc là encore, les micro-organismes, Søren Erkman en a parlé beaucoup, l'intérêt des single-cell protéines, et on a eu cette valorisation. Donc comment fermer les cycles tout en valorisant la biomasse? Et puis, je vous invite évidemment à regarder un peu plus sur nos réseaux sociaux. Si vous cherchez plus d'informations, il y a beaucoup de publications qui sont disponibles sur les sites Mélissa. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, c'était très très intéressant. Et maintenant, du coup, on va prendre les questions. Et pour la première question, je vais donner la parole à Antoine Goutalan. Voilà. Bonjour professeur. On parle beaucoup de réindustrialisation en Europe de l'Ouest. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Que penser de ce terme qui a l'air assez impropre lorsqu'on regarde avec le prisme de l'écologie industrielle? Et comment est-ce qu'on peut agir? Quelle est la priorité fixée pour créer des écosystèmes industriels pertinents aujourd'hui dans un pays comme la France? Merci. On ne vous entend pas, Monsieur Erkman. Je pense que votre micro est coupé. Voilà. C'est bon, maintenant vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Oui, alors je ne suis peut-être pas le mieux placé pour parler de la France, mais d'une manière générale, une des idées qui est consubstantielle à l'approche de l'écologie industrielle, c'est une certaine relocalisation des activités, non pas sur la base d'un dogme idéologique. Il n'est pas question de vouloir faire des systèmes complètement fermés du point de vue des échanges internationaux, mais tout simplement parce que ça fait sens très très souvent. Et du reste, surtout si on est en train de manipuler des flux qui ont un certain poids. Mais notamment les flux énergétiques, si on peut devenir moins dépendant des grands flux d'hydrocarbures, ben on voit très bien tous les intérêts qu'on peut avoir. Tout ça suppose néanmoins effectivement qu'il existe une stratégie industrielle en amont, ce que beaucoup de pays, à commencer par les États-Unis, pendant de nombreuses années, ont laissé tomber au profit de solutions financièrement plus intéressantes. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés à avoir toutes leurs terres rares processées en Chine, par exemple, avec les problèmes que ça suppose. Donc, si je réponds juste brièvement et d'une manière générale, une approche comme l'écologie industrielle, elle a tendance à favoriser le réenracinement des activités économiques dans les territoires, puisqu'on raisonne en termes, si possible, de boucles. Évidemment, qui dit boucle dit enracinement dans un territoire donné, alors que le propre de ce qui dominait dans le système, qui domine encore aujourd'hui dans le système actuel, c'est des flux ouverts qui sont déterritorialisés. Ici, on a une logique différente qui n'empêche pas qu'on ait des flux internationaux qui continuent, mais qui essaye de reterritorialiser dans la mesure du possible les flux, de créer des boucles à une échelle locale, régionale, nationale, etc. Et donc, ça suppose effectivement que consciemment, on fasse des politiques industrielles qui ne soient pas opposées à des politiques environnementales, mais qui essayent vraiment d'intégrer l'un avec l'autre. Voilà, une réponse pas trop longue et générale. Je ne sais pas si Christophe veut préciser. Non, je n'ai pas de rien à ajouter là. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, je vais donner la parole à Augustin qui nous pose sa question.
Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Moi, j'ai une question sur un concept sur lequel on est passé un petit peu vite, qui est ce que vous appelez la dématérialisation de l'industrie. Et ma question, c'est est-ce que cette dématérialisation, ça implique de produire avec moins de ressources physiques, plus de biens physiques ou plus de valeur économique? Et qu'est-ce que ça implique en termes de découplage? Oui, donc vous savez qu'il y a deux composants, deux manières de voir le découplage. Il y a soit le découplage relatif, soit le découplage absolu. Le découplage relatif, c'est quand vous faites le même nombre d'objets, voire plus, mais avec proportionnellement moins de ressources. Donc ça, c'est du découplage relatif. Et ça fait très longtemps que les industriels savent le faire, parce que tout simplement, ils sont plus efficaces dans leur mécanisme de production. Mais leur but, c'est quand même de continuer à vendre plus de matière. Donc, on a bel et bien une forme de découplage, mais il est relatif. Dans certains cas, ça suffit pas. Il faut vraiment viser un découplage absolu, c'est-à-dire une diminution en grandeur réelle des flux, de la consommation de ressources concernées. Là encore, je pense pas que ça fait sens d'avoir une approche dogmatique. Il y a certains cas où si on augmente, on continue d'augmenter la consommation de tel ou tel matériau, c'est pas forcément problématique. Si une région comme le Québec continue d'augmenter sa consommation d'eau, a priori, ça semble pas être très problématique. En revanche, si on veut installer plein de textiles dans des pays comme l'Éthiopie ou en Afrique subsaharienne, où il y a des problèmes d'eau et qu'on sait que ces genres d'activités industrielles consomment beaucoup d'eau, eh ben, c'est pas forcément une bonne idée. Donc là, on voit très bien que la dématérialisation peut aussi dépendre du contexte. Maintenant, un problème auquel on est confronté avec la dématérialisation, c'est le problème de l'effet rebond, qui n'est pas vraiment un problème technique, qui est vraiment un problème socio-économique, qui est que d'une manière générale, il y a une tendance que lorsqu'on est efficace, on a tendance en fait finalement à stimuler la consommation. Donc, c'est un problème qu'on peut résoudre ou qu'on peut prévenir en gardant à l'esprit que l'efficacité n'est pas une fin en soi. C'est pas parce qu'on est efficace qu'on va forcément consommer moins, c'est même plutôt l'inverse. Mais on peut le prévenir en ayant tout un cadre qui peut être économique, juridique, fiscal, réglementaire, qui permet de s'assurer qu'on a effectivement une dématérialisation. Donc, je ne mettrai pas trop d'espoir dans la dématérialisation absolue à ce stade, puisque tous les indicateurs montrent qu'on a quand même encore, pour le moment, tendance à augmenter, mais on voit qu'on a plein d'exemples de dématérialisation relative qui se mettent en place, et le cas échéant, il faudra bien petit à petit arriver à une dématérialisation absolue, comme dans l'exemple des hydrocarbures fossiles. Très bien, merci beaucoup. Et nous allons peut-être prendre une dernière question, un peu provocatrice, paraît-il, et c'est Théophile qui va nous la poser. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Donc la question était effectivement un peu provocatrice, c'était de savoir pourquoi s'intéresser à cet exemple un peu extrême des astronautes sur Mars, lorsque il y a sûrement plein de soucis sur Terre. Et du coup, quels enseignements espère-t-on en tirer? Et je pense que vous avez un peu répondu à la question à la fin de votre présentation. Christophe? Alors, oui. Non, la question n'est pas du tout provocatrice, à mon sens. Elle mérite d'être posée, effectivement. Les missions spatiales sont principalement, au moins dans les pays occidentaux, payées par les citoyens. Donc, quid du résultat? Donc, d'abord, il y a une votation scientifique, comme ça, vous le savez, c'est une recherche. Et quel est le retour? Bon, on se rend compte aujourd'hui sur un projet comme Mélissa, qui a été démarré de façon vraiment spatiale, et un peu anecdotique au niveau du terrestre, qu'il y a maintenant des synergies importantes. Donc, les challenges du spatial, qui sont extrêmement difficiles et qui sont extrêmement demandeurs de sécurité, ont permis de mettre en place des outils qui aujourd'hui sont utilisés pour le terrestre. Pas uniquement au niveau des technologies séparées elles-mêmes, mais au niveau des modèles. Donc aujourd'hui, à ma connaissance, le travail qui est fait notamment sur Alice, il n'y a pas énormément d'indicateurs de circularité. Comment on quantifie la circularité? Comment on va comparer telle région à telle autre région ou telle approche d'un port ou d'une ville? Quels sont les outils qui ont été mis en place? Et le monde du spatial a travaillé là-dessus. C'est cette approche aussi extrêmement multidisciplinaire qui présente de l'intérêt, même si des aspects encore sociologiques mériteraient d'être implémentés. Je ne sais pas si la réponse vous plaît. Sereine, tu pourrais ajouter? Oui, juste un petit complément.
Ce qui caractérise ces systèmes spatiaux, c'est qu'ils sont sous extrêmement fortes contraintes. En fait, c'est les contraintes plus ou moins ultimes qu'on peut imaginer pour des êtres vivants, notamment les humains. Or, malheureusement, on constate que plus le temps passe, plus on se retrouve confronté à des contraintes plus fortes, de plus en plus fortes sur Terre, et donc il y a une pertinence assez directe. Et en vertu du principe que qui peut le plus peut le moins, l'idée c'est précisément d'utiliser les travaux et les développements faits, non seulement du point de vue des technologies, comme vient de me le dire Christophe, mais du point de vue des méthodologies, que ce soit l'acquisition des données, le suivi en temps réel et surtout la modélisation. Et ça, c'est des apports très précieux. Donc, l'idée, c'est que si on arrive à le faire sur des systèmes extrêmement contraints, eh ben, ce sera très utile pour mettre sur pied des solutions qui sont moins contraintes, notamment du point de vue de la masse, sur Terre. Et ben, j'ai contacté Christophe, on s'est connus il y a plus de 20 ans, précisément quand l'écologie industrielle se développait et que j'ai vu ses publications et il m'est apparu que ça pouvait être intéressant. Il est vrai que les applications terrestres étaient une préoccupation tout à fait marginale il y a 25 ans. Aujourd'hui, on est presque bientôt dans la situation inverse où on a vraiment besoin des recherches sous très fortes contraintes du type de celles conduites par Christophe et le programme Melissa pour répondre à des urgences terrestres. Donc, la situation a évolué de manière assez nette. Et là derrière, il y a vraiment de nouveau une logique d'industrialisation de solutions qui soient pertinentes pour le recyclage de toute une série de ressources, à commencer par l'eau, c'est l'exemple qu'il a donné, le CO2. Justement, un de mes postdocs est justement soutenu par la Fondation Melissa pour travailler sur la modélisation de l'économie circulaire du carbone. Donc, à mon avis, l'argumentation est assez nette. Je vois un intérêt vraiment direct de ces recherches spatiales pour des applications terrestres. Merci pour vos réponses à tous les deux. Merci. Merci beaucoup, merci. Je pense que le temps passe. Nous ne pourrons malheureusement pas prendre d'autres questions. C'était très intéressant. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous avons découvert des choses qu'on n'a pas forcément vues dans nos cours, donc merci beaucoup. Du coup, maintenant, nous allons couper le Zoom et nous allons reprendre à 30 avec Monsieur Florian Fizen, qui est déjà là, je le vois. Donc, Monsieur Fizen, nous allons arrêter le Zoom là, mais il suffit juste que vous réappuyiez sur le lien dans 15 secondes et vous allez nous rejoindre dans la salle d'attente. Voilà. Merci beaucoup et à tout à l'heure. À tout de suite. Merci, merci à vous. Merci. Merci. Bye bye. Merci. Merci. Merci.